Пані та панове, їх високоповажності, президент України Володимир Зеленський, голова Ради міністрів Італійської Республіки Маріо Драгі, президент Румунії Клаус Йоганніс, президент Французької Республіки Еммануель Макрон та федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц. Заява президента України. Доброго дня, шановні присутні, пані та панове. Я радий сьогодні de saluer aujourd'hui en Ukraine le Premier ministre italien Mario Draghi, le président roumain Klaus Iohannis, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Друзі, ми дуже цінуємо, що Oui, chers amis, nous apprécions très haut le fait que vous soyez aujourd'hui avec nous à la veille de décisions importantes qui vont être prises pour toute l'Europe. Je suis très sincèrement reconnaissant à vous tous pour avoir commencé votre séjour en Ukraine par la visite de la ville de Irpin pour constater de visu sur place ce que les envahisseurs russes ont perpétré face aux populations et aux villes ukrainiennes. Nos entretiens que nous venons d'avoir ont montré, je crois, que notre plus grande force, c'est l'union. L'union dont dépend tout le reste. Lorsque vous étiez déjà à la gare de Kiev, une alerte aérienne a retenti, comme ça vient d'être le cas à nouveau tout à l'heure. Toute l'Ukraine vit dans ces conditions, ce qui prouve une fois de plus que la Russie ne choisit pas à quel moment faire le cadeau de la sécurité dans toute l'Europe. L'agression russe contre l'Ukraine, c'est une agression contre l'ensemble de l'Europe, contre une Europe unie, contre chacun d'entre nous, contre les valeurs que nous avons en partage, et notre réponse unie est la seule possible face à cela. L'Ukraine se trouve à l'avant-garde aujourd'hui de cette lutte contre l'agression russe, mais elle n'est pas seule. Notre format d'aujourd'hui le confirme. Nous avons échangé en parfaite compréhension entre nous, donc de la nécessité de renforcer les capacités de défense de l'Ukraine. Je remercie à tous les partenaires pour les décisions qui viennent d'être actées. Nous avons parlé d'une approche coordonnée pour soutenir l'Ukraine sur le plan économique, à la fois l'État et sa population. Nous avons envisagé la reconstruction de l'après-guerre, notre action commune pour prévenir la crise alimentaire fomentée par la Fédération de Russie. Nous devons faire tout notre possible pour prévenir ce complot contre le monde entier qui a pour but de semer le chaos dans les pays d'Afrique et d'Asie à cause des pénuries alimentaires. Nous avons parlé de l'accroissement de cette pression contre la Russie qui doit aller par les sanctions. Nous avons évoqué aussi la perspective européenne et l'intégration européenne de notre pays. Je vous ai informé effectivement de la situation sur les différents fronts, de la défense menée par les forces armées dans le Donbass, autour de Kharkiv, dans le sud et ailleurs. Je vous ai informé des frappes par missiles que l'Ukraine subit chaque jour. J'ai parlé de la quantité des missiles qui ont visé les populations ukrainiennes. Rien que pour ce mois, il s'agit de 3 000. La plupart d'entre eux visent des infrastructures civiles. Ми цінуємо вже надану підтримку від партнерів. Очікуємо нових tous nos partenaires d'apporter leur aide en la matière pour toutes les fournitures d'armes lourdes et dont nous avons toujours besoin pour les systèmes lance-missiles, les systèmes de missiles antiaériens. Il s'agit là de la défense des vies des Ukrainiens. Chaque jour de retard pour acheminer cela donc a son coût en termes de vie humaine et en termes de destruction que subissent nos vies. Donc l'Ukraine reste dépendante et plus vite ces fournitures vont se faire, plus forte sera notre capacité de défense, puisque l'ensemble de la population ukrainienne n'entend qu'une chose, c'est la libération totale du territoire de notre pays. J'ai évoqué donc les différents efforts qui sont entrepris par tous les partenaires pour rétablir la paix. Nous constatons l'absence du côté russe de la bonne volonté pour relancer ce processus de paix. La Russie ne souhaite pas la paix.
Elle ne souhaite qu'une chose, c'est la guerre. En ce moment même où je vous parle, au Palais Marie, au centre-ville de Kiev, les troupes russes poursuivent leurs offensives dans le Donbass. Elles se retranchent dans le sud. Le pays agresseur doit comprendre une chose. Elle n'a pas d'alternative. Seule la solution pacifique est possible. Elle doit se mettre à rechercher la voie vers cette solution. Loin de ça, la Russie poursuit ses tentatives à gagner encore plus de terrain ukrainien et ce n'est pas acceptable. Son objectif est de casser l'Ukraine et par là casser toute l'Europe, toute l'unité européenne. Elle cherche à démontrer que l'Ukraine n'est pas consistante et en même temps les valeurs européennes ne peuvent pas défendre les pays qui y aspirent. Donc nous devons casser tous ensemble ce scénario et pour ça notre unité est une condition indispensable. Un gage de cette position commune pourrait venir par un pas en avant sur la voie de l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Donc, le statut de candidat à l'adhésion pour l'Ukraine est une chance historique de renforcer la stabilité européenne et peut-être une des plus grandes décisions de cette première moitié du XXIe siècle. J'espère que cette décision commune sera la nôtre et la plus forte que nous pouvons adopter. Il s'agit, en parlant de cette intégration, d'un long chemin, mais nous devons tous ensemble faire le premier pas sur ce chemin et notre pays est prêt à faire tout le nécessaire pour devenir membre à plein titre de l'Union européenne et toute la population, tout le peuple ukrainien y aspire. Nous avons vu les sondages qui montrent que la majorité des populations européennes soutient cette perspective d'intégration européenne de l'Ukraine. Nous avons un niveau historique de soutien en faveur de l'Ukraine et de son peuple, et c'est la chance de saisir. Nous avons évoqué les sanctions qui sont adoptées par l'Union européenne en vue de rétablir la paix. Le 7e paquet de sanctions doit être donc agréé et adopté. Et un autre sujet qui nous a intéressés, effectivement, c'est tout le travail que nous devons faire après la guerre pour reconstruire le pays. Et pour faire payer la Russie tous les dommages causés pendant cette guerre à toutes les populations, à toutes les entreprises et toutes les villes de l'Ukraine. Le travail continue en ce sens. Nous avons envisagé ensemble les possibilités de prévenir une crise alimentaire globale. L'Ukraine est prête donc à envisager des solutions pour casser le blocus des ports ukrainiens, mais c'est surtout celui qui a donc à l'origine de ce blocus, c'est-à-dire la Fédération de Russie, qui doit faire le nécessaire. Nous remercions pour tout ce qui a été fait pour organiser le transit des marchandises ukrainiens par les différentes voies terrestres, fluviales et autres. Donc je considère votre visite ici comme la visite des amis, et qui va être historique, avoir une signification historique. Je vous remercie pour tous ces échanges. Préparons-nous ensemble à ces décisions importantes qui arrivent afin de consolider la sécurité de toute l'Europe. Merci encore de votre présence ici. Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata storica per l'Europa. Italia, Francia e Germania, 3 paesi fondatori dell'Unione Europea, e il presidente della Romania, Klaus Iohannis, sono venuti in Ucraina per offrire il loro sostegno incondizionato al presidente Zelensky e al popolo ucraino. Un popolo che si è fatto esercito per respingere l'aggressione della Russia, per vivere in libertà. L'Unione Europea ha dimostrato e dimostra oggi una straordinaria unità nel sostenere l'Ucraina in ogni modo, così come è stato chiesto dal presidente Zelensky. Lo hanno fatto i governi degli Stati membri, lo hanno fatto i loro parlamenti, lo hanno fatto i loro cittadini. Voglio ricordare a questo proposito la grande solidarietà
mostrata dagli italiani e da tutti gli europei che hanno accolto nelle loro case coloro che scappavano dai bombardamenti nel loro paese, l'Ucraina. Cela suppose toute l'aide qui doit être apportée aux personnes déplacées à cause de l'agression russe, à tous ceux qui ont perdu, qui ont dû quitter leur domicile, et l'Union européenne est là pour confirmer de manière très catégorique de continuer à aider l'Ukraine avec l'ensemble de ses alliés. Le principal message que nous souhaitons adresser à l'occasion de notre échange d'aujourd'hui, l'Italie souhaite en effet voir l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Nel prossimo Consiglio europeo. Il Presidente Zelensky, come ha appena detto, naturalmente comprende che la strada da candidato a membro è una strada, non è un punto, è una strada che dovrà vedere le riforme profonde della società ucraina. Siamo a un momento di svolta nella nostra storia. Il popolo ucraino difende ogni giorno i valori di democrazia e libertà che sono alla base del progetto europeo, del nostro progetto. Non possiamo ces valeurs de liberté et d'unité s'intègrent bien dans le cadre global du projet européen. Nous n'avons pas le droit de marquer le pas ni a Parigi, a Berlino e a tutti gli altri paesi che condividono questo progetto. Sur ce chemin, le atrocità commesse in questa guerra testimoniano con terribile chiarezza quanto questo progetto sia essenziale. Oggi ho visitato Irpin, un luogo di massacri compiuti dall'esercito russo. Sono fatti terribili che turbano nel profondo e che condanniamo senza esitazioni. Diamo il nostro completo sostegno alle sui crimini di guerra. Ma oggi, sentendo la spiegazione di colui che ci ha accompagnato a vedere il risultato di questi bombardamenti, ho sentito orrore, ma ho sentito anche speranza, speranza per la ricostruzione, speranza per il futuro, e noi oggi siamo qui per questo. Per aiutare l'Ucraina a costruire il suo futuro. Vogliamo che si fermino le atrocità e vogliamo la pace, ma l'Ucraina deve difendersi se vogliamo la pace, e sarà l'Ucraina a scegliere la pace che vuole. Qualsiasi soluzione diplomatica non può prescindere dalla volontà di Kiev, da quello che ritiene accettabile per il suo popolo. Soltanto così possiamo costruire una pace che sia giusta e duratura. Dobbiamo anche sbloccare i milioni di tonnellate di grano che sono bloccati nei porti del Mar Nero. Ci sono, ho appreso oggi, ci sono 2 settimane per sminare i porti, il raccolto arriverà alla fine di settembre, è una serie di scadenze che diventano sempre più urgenti. Sono scadenze che ci avvicinano regolarmente, inesorabilmente al dramma. Per farlo, per superare questo terribile, per evitare questo terribile evento, occorre creare con la massima urgenza dei corridoi sicuri per il trasporto del grano. Perché la crisi umanitaria in Ucraina non deve trasformarsi in una catastrofe mondiale. L'unico modo di procedere è avere una risoluzione delle Nazioni Unite che regoli la creazione dei corridoi nel Mar Nero. La Russia finora l'ha rifiutata. Questo è il momento dell'Europa. Dobbiamo raccogliere le sfide che abbiamo davanti a noi con coraggio, con lo stesso coraggio che ha dimostrato il Presidente Zelensky, con determinazione, con unità. Lo dobbiamo agli ucraini, ma lo dobbiamo agli europei. De preuve de bonne volonté
Donc, il nous appartient d'agir avec courage. De la même manière que le fait M. Zelensky, nous devons Dear President agir ensemble. Zelensky, dear President Macron, dear Chancellor Scholz, dear Prime Minister Draghi, it is a pleasure for me to join my European colleagues today in Kiev for this crucial visit. Our joint démarche reaffirms our unity and solid commitment to continue supporting Ukraine. Romania, as a reliable neighbor and partner and a European member state and NATO ally with the longest border with Ukraine, La Roumanie, en tant que partenaire fiable dans le temps, qui a une frontière commune avec l'Ukraine, est là pour réaffirmer son plein soutien au peuple ukrainien. Nous rendons hommage à toutes les vies humaines ukrainiennes perdues lors de cette guerre. Nous regrettons au plus haut point toutes les destructions qui ont été causées par cette invasion. Les sites culturels, les sites d'importance historique au niveau européen, au niveau transatlantique, nous sommes à vos côtés pour défendre nos valeurs communes et les bases, les fondements de cet ordre mondial. C'est pour ça que vous combattez, mes chers Ukrainiens, une agression non provoquée, délibérée, injustifiée, elle doit être arrêtée. J'étais énormément touché par ce que j'ai pu voir à Irpin, donc les conséquences de ce drame qui a causé tant de tragédies humaines et les destructions, les ruines qu'elle a laissées derrière. Nous apportons notre soutien à toutes les enquêtes qui sont en cours pour punir les responsables de ces crimes. Avec le président Zelensky, nous avons envisagé les voies concrètes pour surmonter cette menace existentielle. Nous allons poursuivre cette recherche commune, donc des meilleures voies pour aider l'Ukraine à faire face à cette invasion russe. Notre échange d'aujourd'hui était focalisé sur cette nécessité de restaurer la paix, de reconstruire l'Ukraine et de lui donner un avenir qu'elle mérite. La Roumanie était, dès les premières heures, aux côtés de l'Ukraine. Et depuis, elle essaie de faire tout son possible pour l'aider et pour aider ces populations dans les privations qu'elles subissent à cause de cette agression. Plus d'1 million d'Ukrainiens sont actuellement accueillis en Roumanie, essentiellement des femmes et des enfants. Nous avons mis à leur disposition toutes nos infrastructures éducatives et autres. Plus de 250 000 enfants sont accueillis dans les écoles roumaines, plus de 3 000 emplois mis à disposition des déplacés ukrainiens. Toute la société civile roumaine se mobilise de manière jamais vue donc, pour venir en aide aux amis ukrainiens. Et les Ukrainiens peuvent continuer à compter sur le soutien du gouvernement et du peuple roumain tant qu'il le faudra. La Roumanie a mis à disposition ce hub international dans la ville de Suceava qui fait le dispatching donc, des aides humanitaires à destination de l'Ukraine. Plus de 40 convois ont été déjà traités. Nous constatons un autre instrument de chantage que la Russie provoque, que la Russie utilise, c'est les céréales. Donc, et ceci risque d'avoir des conséquences planétaires. Nous avons échangé effectivement sur la manière de faire face à cette menace. Donc, pour subvenir à cela, nous avons effectivement mis en place le transit pour les céréales ukrainiens passant par la Roumanie.
Nous essayons de faire tout notre possible pour mettre à profit le port de Constanța et d'autres ports sur la mer Noire en Roumanie. Le port de Constanța a ainsi assuré le transit de plus d'1 million de tonnes venant de l'Ukraine et nous œuvrons en ce moment à l'ouverture d'un nouveau point de passage sur la frontière roumaine-ukrainienne. Et nous essayons de remettre en exploitation un tronçon de chemin de fer qui va permettre d'accroître le transit de marchandises par cette voie venant de l'Ukraine. Nous sommes ouverts à une coalition internationale pour mettre en place un corridor bleu, c'est-à-dire the preparations for the reconstruction of Ukraine. We all agree that the European Union has to play an important role in this effort. We need to create effective tools for this purpose. We are at a turning point in European history. Extraordinary times call for an extraordinary strategic and visionary response. Granting EU candidate status to Ukraine nous interpelle et sollicite de notre part toute la responsabilité et des décisions courageuses. Donc, les actes de candidature pour l'adhésion à l'UE vont être envisagés, celle de l'Ukraine, celle de la Moldavie, la Géorgie. Donc, et cette perspective s'inscrit bien dans cette nécessité commune qu'est la nôtre pour garantir la sécurité et la stabilité du continent européen. Nos partenaires attendent de notre part des décisions qui vont encore accroître et renforcer notre capacité à faire ensemble face à tous les défis qui se posent devant nous sur notre continent. Monsieur Zelensky, chers amis, nous sommes réunis tous ensemble ici, conscients du fait qu'il est de notre devoir d'agir ensemble, et c'est la responsabilité historique qui est reposée sur nous, ne pas rater cette chance d'aider nos amis ukrainiens, d'ouvrir ce nouvel avenir dans l'Ukraine. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Volodymyr. Chers amis et chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier le président Zelensky et à travers lui le peuple ukrainien de nous accueillir aujourd'hui. Et par notre présence, tous les quatre, à Kiev, nous exprimons le salut fraternel des peuples européens à un peuple libre et souverain, dont l'héroïsme face à l'agression armée de la Russie force l'admiration, nourrit le respect et exige un clair soutien. Ce soutien, vous l'avez, Monsieur le Président, vous le savez. Vous pouvez compter sur nous. L'Ukraine peut compter sur nous. L'Europe, dès le premier jour de cette guerre, a su choisir avec clarté son camp, celui d'une Ukraine libre et souveraine, celui du respect du droit international, de la défense des principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, que la Russie a fait le choix prémédité, délibéré, injustifié et injustifiable de violer. Ce choix de la guerre, de la destruction et du chaos, ce choix de l'agression armée d'un pays souverain pour asservir un peuple libre, nous ne l'acceptons pas et ne l'accepterons jamais. Par les sanctions sans précédent que nous avons adoptées, par le soutien massif, économique, humanitaire, militaire, que chacun de nos pays et l'Union européenne tout entière apporte à l'Ukraine et que nous allons encore intensifier, nous sommes et nous resterons dans la durée à vos côtés pour défendre votre souveraineté, votre intégrité territoriale et votre liberté. C'est notre objectif, nous n'en avons pas d'autre et nous l'atteindrons. Aujourd'hui, c'est clairement sur le sol ukrainien que se joue la sécurité du continent européen dans son ensemble.
C'est le premier message que je voulais adresser aux côtés de mes homologues. L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il le faudra, jusqu'à la victoire qui aura le visage du retour de la paix dans une Ukraine libre et indépendante. Le visage opposé aux conséquences de la barbarie que nous avons vues ensemble ce matin à Irpin. Nous avons ainsi évoqué avec le président Zelensky les besoins immédiats dans les domaines humanitaires, économiques et militaires. La France, évidemment, est et restera au rendez-vous pour y répondre. Nous avons d'ores et déjà mobilisé 2 milliards de dollars pour le soutien économique et humanitaire et nous le consoliderons dans la durée. Tout comme nous poursuivrons les livraisons de matériel militaire, notamment les canons César qui permettent aux soldats ukrainiens de se défendre plus efficacement face aux attaques de l'armée russe sur le sol de l'Ukraine. La France, depuis le premier jour, a scrupuleusement tenu ses engagements et à chaque fois que j'ai pris un engagement à votre endroit, il a donné lieu à une décision et à une mise en œuvre rapide, car nous le savons, il faut du matériel, mais il le faut vite. C'est aussi pourquoi, au-delà des 12 Césars d'ores et déjà livrés, conformément à vos demandes, j'ai pris la décision pour que dès les prochaines semaines, 6 Césars additionnels puissent l'être. Nous allons aussi poursuivre et renforcer notre action pour que les crimes de guerre commis sur le sol ukrainien, dont le monde entier a été le témoin, ne restent pas impunis, et pour que le droit et la justice internationale s'imposent. La France a très rapidement envoyé sur les lieux de ces massacres une équipe de spécialistes pour contribuer à la collecte de preuves et permettre à la justice de suivre son cours. J'ai annoncé tout à l'heure au président Zelensky la fourniture prochaine d'un laboratoire mobile d'analyse ADN qui apportera une aide importante dans ce difficile travail. Lutter contre toute forme d'impunité. D'autres pays européens se mobilisent désormais pour assurer la poursuite de ce travail indispensable et nous soutenons les efforts de la Cour pénale internationale pour faire la lumière sur les atrocités impardonnables commises en Ukraine. Face au simulacre de procès qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, nous opposerons la rigueur et la légitimité du droit. Le deuxième sujet que nous avons abordé ensemble est celui de la sécurité alimentaire. La crise alimentaire mondiale que nous traversons est une conséquence directe de la guerre menée par la Russie. Elle n'a pas d'autre explication. Et je rappelle d'ailleurs que les sanctions qui ont été successivement prises par les Européens ne touchent pas les produits agricoles russes, contrairement à ce qui a souvent été dit. Nous appelons donc solennellement, ensemble, depuis Kiev, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, à accepter que les Nations Unies organisent l'exportation des céréales, ce qui nécessite d'accepter de lever le blocus des ports ukrainiens par la marine russe et d'apporter toutes les garanties de sécurité pour l'Ukraine afin de permettre justement la sortie de ces céréales. Nous avons ensemble confirmé notre soutien à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, notre disponibilité à aider concrètement à sa mise en œuvre. Comme l'a rappelé mon collègue italien à l'instant, il faut pour cela une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies à laquelle la Russie s'est opposée. J'espère qu'elle changera rapidement d'avis. En parallèle, et je remercie le président Iohannis pour son travail, nous œuvrons pour que d'autres voies puissent être suivies, en particulier sur le Danube ou par la Roumanie. Nous avons enfin évoqué ensemble notre volonté de confirmer par les actes, au-delà des mots, que l'Ukraine fait partie de la famille européenne. Face à la guerre, je le disais, le soutien des Européens s'est imposé comme une évidence. Nous avons en quelque sorte tous vu, perçu, mesuré la fragilité de la paix, si durement acquise après la Seconde Guerre mondiale et dont le souvenir douloureux est au cœur de l'histoire de la construction européenne. Cette guerre changera l'histoire de l'Europe. Nous nous tiendrons aux côtés de l'Ukraine pour l'accompagner dans cette perspective européenne, comme nous l'avons acté à 27 lors du sommet de Versailles. Et c'est bien ce que nous avons ensemble confirmé au président. Dans quelques jours, dès demain, la Commission européenne posera le cadre de la discussion et des décisions majeures seront prises
la semaine prochaine à Bruxelles par le Conseil. Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage en particulier de la Moldavie. Nous aurons dans les prochains jours à bâtir ensemble l'unanimité des 27 pour ce Conseil européen si important. Mais à travers notre visite, l'échange que nous avons eu et cette expression claire, c'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple. Il nous faudra, au-delà de ce chemin qui commence, comme l'a rappelé le président du Conseil italien, trouver aussi des formes nouvelles pour échanger et bâtir à court terme des réponses auxquelles l'Ukraine a droit en matière de sécurité, d'énergie, de mobilité, de renforcement des infrastructures ou encore de jeunesse. Parce que l'Ukraine partage nos valeurs démocratiques et appartient à notre espace continental, il est donc naturel que nous puissions accélérer là aussi les réponses de court terme, en plus du processus que nous souhaitons pouvoir lancer. Mesdames et messieurs, nous aspirons à la paix sur notre continent. Nous savons qu'elle n'est pas un acquis et les combats qu'il faut mener pour elle. Alors que la guerre fait rage ici, avec son lot quotidien de morts et d'horreurs, comme je l'ai toujours dit au président Zelensky, au cours de nos échanges réguliers et en toute confiance, nous ferons tout pour que l'Ukraine puisse seule choisir de son destin. Car c'est à l'Ukraine et à ses dirigeants, à ses représentants, à son peuple, de décider pour elle-même. C'est ce principe qui me guide depuis le début de la guerre et à chaque fois que je me suis entretenu avec vous, comme à chaque fois que je me suis entretenu avec le président russe. L'Ukraine décidera du moment où les conditions seront réunies pour bâtir la paix, tout comme elle décidera de son futur politique. Et je dois le dire ici, Monsieur le Président, depuis votre élection, j'ai toujours constaté que vous n'avez eu de cesse de protéger la paix, d'empêcher la guerre, et tout en livrant le combat courageux qui est le vôtre aujourd'hui, de tout faire pour que la raison l'emporte de l'autre côté de la frontière. Je terminerai ces propos en citant tout simplement votre hymne qui nous oblige et qui prend un sens tellement lourd dans ces circonstances tragiques. Sie ne vmerla Ukraina. L'Ukraine n'est pas morte, ni la gloire, ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes. Vous pouvez compter sur la fraternité de l'Europe pour faire en sorte que l'Ukraine reste libre. Merci. Заява федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина. Lieber Herr Präsident, ich möchte Ihnen zunächst einmal meine Hochachtung aussprechen. Die Ukraine befindet sich seit Monsieur le 113 Président, Tagen je tiens à im vous heldenhaften exprimer Abwehrkampf gegen Russland. Die Tapferkeit der Soldatinnen und Soldaten ist groß. Es ist bewundernswert, l'assurance dass die que vous Ukrainerinnen und pouvez Ukrainer avoir sich gegen die Invasion du Russlands soutien zur de Wehr la part de la, setzen. de la Dafür, lieber Herr République fédérale Präsident, d'Allemagne zoll ich Ihnen, pour zoll Deutschland cette Ihnen großen défense Respekt. de votre territoire, de votre souveraineté. Gemeinsam Nous mit sommes meinem admiratifs französischen de la Amtskollegen, bravoure dem italienischen dont font Ministerpräsidenten preuve und dem les rumänischen Präsidenten bin ich soldats heute nach ukrainiens Kiew sur le gekommen, terrain. um Ihnen das auch ganz Ensemble avec persönlich auszudrücken. mon collègue français, mes collègues roumains, italiens, je suis aujourd'hui ici à Kiev pour vous Russland versucht mit Gewalt Grenzen innerhalb apporter ce Europas zu témoignage verschieben. personnel. Cette agression contre l'Ukraine marque un changement d'époque. La Und Russie deshalb hat essaie sich par la Deutschland force gemeinsam mit vielen anderen Ländern faire in der bouger les Welt frontières vom au sein de ersten Tag l'Europe an et eng ceci est an die Seite inacceptable. der C'est pour Ukraine ça que gestellt. l'Allemagne, avec d'autres pays du monde, dès les Wir premiers unterstützen die instants, Ukraine s'est dabei, rangée ihre du côté de Souveränität und l'Ukraine. territoriale Nous apportons Integrität notre zu soutien à verteidigen. l'Ukraine dans la défense Finanziell de hohen sa Zuwendungen souveraineté et de son intégrité Humanitär territoriale.
indem wir Nous mehr le als faisons sur 800.000 le plan Geflüchtete in financier, Deutschland par aufgenommen des sommes haben, conséquentes, um sur le Schutz plan und Obdach zu humanitaire, en bieten. accueillant en Allemagne 135.000 Kinder gehen 800 inzwischen 000 auf deutsches Kind. déplacés ukrainiens Und à leur Deutschland mit offrant einer langen refuge Staatstradition et la gebrochen. protection. Wir unterstützen die Presque Ukraine auch 200 mit der 000 Lieferung von Waffen enfants und wir werden das ukrainiens weiterhin fréquentent tun, les écoles solange allemandes. die Ukraine L'Allemagne est revenue sur sa tradition, sur sa Gerade ligne traditionnelle, et nous avons pris la décision de fournir les armements à l'Ukraine et nous allons poursuivre sur ce chemin tant qu'il le faudra pour l'Ukraine. Nous organisons des stages de formation pour les militaires ukrainiens pour leur apprendre à manier le matériel moderne, les canons et les systèmes de lance-missiles. Nous avons promis de livrer à l'Ukraine des systèmes de défense antiaérien Iris qui seront là pour protéger les villes ukrainiennes contre la menace venant du ciel. Nous sommes d'accord avec les États-Unis et la Grande-Bretagne pour livrer à l'Ukraine des systèmes lance-roquettes multiples. Comme vous voyez, l'aide apportée par l'Allemagne à l'Ukraine est massive. Monsieur le Président, chers collègues, je suis à Kiev porteur de messages très clairs. L'Ukraine appartient à la famille européenne. Nous traversons un jalon important qui va passer par l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, le sujet qui sera sur la table de notre réunion de la semaine prochaine. Et il faudra faire tout le nécessaire pour qu'à l'unanimité cette décision puisse être adoptée par les 27. Ce sera ma position lors de notre réunion de la semaine prochaine. L'Allemagne votera pour donner cette perspective positive à l'Ukraine. Le même s'applique à la République de Moldavie. Nous allons aussi tenir des promesses données aux pays des Balkans occidentaux qui poursuivent leur chemin depuis un moment vers cet objectif. Donc nous allons devoir prendre ensemble ces décisions au sein de l'Union européenne pour préserver et développer cet acquis communautaire que nous partageons, et c'est ça qui nous réunit et qui nous fait toute une différence par rapport à d'autres. Je terminerai par dire peut-être une évidence, mais je tiens à le souligner. L'Union européenne doit se préparer à l'avenir et se préparer en se modernisant, en revisitant ses procédures internes. L'Ukraine va continuer à vivre. Vive l'Ukraine. Шановні колеги, журналісти, ваші запитання, будь ласка. Німецька інформаційна агенція DPA. Якщо stand up, please, for us to see you. And the microphone. Vielen Dank, Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Herr Bundeskanzler, Sie haben vor dieser Reise gesagt, dass Sie hier nicht herkommen für Fototermine, sondern über ganz konkrete Dinge reden wollen, ganz konkret Zusagen machen wollen. Sie haben das jetzt getan beim Thema Kandidatenstatus. Haben Sie auch beim Thema Waffenlieferung Zusagen gemacht? Da gibt es ja eine lange Wunschliste der Ukraine bis hin zu Kampfpanzern und Schützenpanzern. Haben Sie da Präsident Zelensky Versprechen machen können? Und glauben Sie, dass Sie mit Ihrem Besuch heute verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen konnten in der Ukraine, auch bei der ukrainischen Bevölkerung? Und Herr Präsident Zelensky, sind Sie zufrieden damit, was der Bundeskanzler hier heute angekündigt hat? Dernièrement, M. Zelensky est satisfait et rassuré par ce que le chancelier allemand vous a livré comme message. Certains malentendus qu'on a pu constater ces dernières semaines, est-ce qu'ils ont été enlevés? Est-ce que vous voyez à nouveau l'Allemagne comme un partenaire fiable? Avez-vous senti la volonté de la part du chancelier allemand de faire gagner l'Ukraine dans cette guerre? Merci de cette question. En route, en faisant notre route ensemble, nous avons effectivement abordé ce point pour dire que tout le nécessaire sera fait pour faire continuer ensemble cette route. Dans ma déclaration, j'ai bien souligné le point pour confirmer notre disponibilité à fournir les armes à l'Ukraine
l'Ukraine, y compris les systèmes modernes de lance-roquettes multiples, avec les partenaires britanniques et américains. Donc des systèmes de défense antiaériens vont également être fournis pour assurer la protection des villes ukrainiennes. Oui, je confirme ce point. Дуже дякую за запитання. Чи задоволений я нашою зустрічю? Це перша частина вашого запитання. Я дуже задоволений нашою зустрічю, скажу відверто. Я сьогодні вважаю, що сигнал підтримки нашої країни – це об'єднання і приїзд всіх лідерів. І цей сигнал ми отримали всі, і не тільки публічно, окремо ми сьогодні зустрічались і піднімали ті теми, про які ви вже всі прекрасно знаєте, про які я сказав у своїй промові. Я задоволений тим, що наше об'єднання, про яке ми Je suis tout à fait content de constater cette unité dont nous avons tellement parlé. Я сьогодні це об'єднання бачив за нашим столом. Je vois un signe concret de cette union à table de négociation où nous nous sommes rassemblés ensemble. І цю підтримку відчув від канцлера J'ai Олафа senti ce Шольца, soutien і venant на notamment сьогодні de я la part du задоволений цим, chancelier це Olaf правда. Scholz. Чи я Je вірю, vous що ви confirme сказали, ma що Німеччина satisfaction. і канцлер хоче, щоб війна закінчилась? Так, я вірю, я Oui, je впевнений, crois що sincèrement à весь la німецький volonté народ, du він chancelier підтримує allemand Україну. Я це de бачив. faire gagner І я l'Ukraine це dans бачив, cette коли guerre, люди ainsi que tout виходили le peuple і на allemand. вулиці Je l'ai і bien vu, Берліну, je і l'ai bien інших міст senti, Німеччини, je le коли вони vois підтримали donc Україну. à travers Були ce qui проти se passe dans агресії les rues et і les кривавої places війни, яку des villes розпочав allemandes, Путін donc і en військові réaction Російської à cette Федерації. guerre І sanglante тому я вірю, що саме нашими об'єднаними déclenchée зусиллями par ми можемо Poutine et la Fédération de зупинити Russie. російську Je reste агресію, confiant закінчити à notre цю capacité війну. Для нас à дуже mettre важливі fin ті речі, ensemble à про cette які agression. сьогодні сказав канцлер, про те постачання, яке у нас souscris tout іде, à і fait яке tout ce ми qui était dit очікуємо, par особливу le увагу. Ми chancelier приділили дійсно allemand. Je souligne протиповітряній l'importance des обороні. Тут нам fournitures може d'armement допомогти. qui sont І promis, пообіцяв канцлер щодо qui sont протиповітряної promises установки notamment pour organiser notre Для défense нас дуже важливо, antiaérienne. я Les systèmes comme сьогодні Iris, зазначив c'est 10-15 ракет justement по ceux мирним dont цілям, nous по avons садочкам, besoin. по школам, по будь-яким житловим Donc, pour масивам, prévenir les frappes de 10-15 ракет missiles, середня. Така статистика donc, прильотів contre les щоденно. infrastructures Тому civiles, ми les дуже écoles, les хочемо, jardins щоб d'enfants, ми etc. отримали 10 à 15 протиповітряну missiles оборону s'abattent потужну. quotidiennement Держава у нас sur les villes велика ukrainiennes. і територіально дуже велика, Nous тому avons таких besoin de установок nous нам треба protéger багато. І contre тут cette Німеччина, menace вірю, constante. нам дуже L'Allemagne peut en допоможе. effet nous être utile dans ce travail. Далі, будь Merci. ласка. Et je reste Далі, будь confiant ласка, телеканал en son ICTV aide. Україна. Доброго дня, Володимир Онець, телеканал ICTV. У мене питання до пана Макрона і до пана Шольца від усіх українських медіа, які тут зібралися. Ми узгодили це запитання. Скажіть, будь ласка, неодноразово звучить про те, що будь-яка війна закінчується миром, On a entendu souvent dire que toute guerre se termine par une négociation diplomatique. Vous avez bien dit qu'on aura de toute façon à parler avec Poutine, à négocier avec Poutine. Au même moment, vous avez aussi dit qu'il fallait faire le nécessaire pour l'aider à sauver le visage, en quelque sorte. Monsieur le chancelier, l'Allemagne était à table des négociations qui avaient façonné les accords de Minsk. Et on connaît la valeur de tel accord avec la Russie. Est-ce qu'il s'agit de certaines concessions territoriales contre la paix qu'on souhaite? Est-ce qu'il y a une ligne rouge tracée pour que la Russie s'arrête à cette ligne, pour que tout ça puisse se mettre en place? Merci pour votre question. Je pense que nous l'avons dit d'abord de manière très claire. Nous sommes là pour soutenir l'Ukraine, le peuple ukrainien. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Au fond, quelle est la position des Européens depuis le premier jour? Je dirais même dès avant. Le chancelier Scholz, comme moi-même, nous sommes venus ici au mois de février, successivement. Et nous sommes rendus à Moscou pour essayer d'arrêter ce conflit. Dans le rôle qui était le nôtre de ce format Normandie et du suivi des accords en effet de Minsk dont vous avez rappelé l'existence. Ensuite, notre position a toujours été claire. Le soutien dans toutes ces formes que nous avons rappelées à l'instant à l'Ukraine et à son peuple, les sanctions comme nous n'en avions jamais prises, en Européens unis. Et nous avons, 2 jours après le lancement des opérations, pris des premières sanctions. Nous avons pris 6 séries de mesures, y compris des sanctions contre le pétrole, pour n'en citer qu'un exemple, qu'on pensait impossible, avec des listes immenses d'oligarques.
avec un objectif: aider l'Ukraine à l'emporter, à préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale et stopper cette guerre. Mais avec une limite, c'est qu'aucun d'entre nous n'a jamais fait la guerre au peuple russe. Depuis février, nous n'avons pas décidé collectivement de déclencher un conflit mondial. Et donc dans ce cadre-là, nous avons constamment échangé en transparence, bien souvent d'ailleurs à la demande du président Zelensky avec le président Poutine, pour essayer de faire progresser, quand elles avaient encore lieu, les discussions qui se passaient entre l'Ukraine et la Russie, pour essayer d'obtenir des concessions, pour demander de stopper les conflits, pour essayer de faire avancer le dossier de la sécurité alimentaire, parce que je considère que nous considérons l'un et l'autre que c'est le rôle qui nous revient. En effet, et nous espérons le plus tôt possible, il faudra qu'à un moment donné, sous une forme, ce conflit s'arrête. Mais comme je l'ai là aussi toujours dit, et je vous le répète et je l'ai dit tout à l'heure, les modalités ne seront décidées que par l'Ukraine et ses représentants, et en l'espèce votre président. Et donc, l'Allemagne comme la France ne seront jamais dans des situations de négocier pour le compte de l'Ukraine avec la Russie. C'est d'ailleurs jamais ce que nous n'avons fait. Ni d'accorder quelques concessions, ni de négocier quelques concessions. C'est de demander de la clarté, c'est de porter notre exigence en tant que puissance européenne, parce qu'il y a de la France aussi de puissance dotée et membre du Conseil de sécurité, mais jamais de négocier à la place. Et à un moment donné, nous serons aussi autour de la table, en européen, pour discuter des garanties de sécurité et de ce qui sera clé sur la base d'un traité, d'accord, que le président ukrainien aura discuté pour le compte de son peuple. Voilà le cadre dans lequel nous discutons, voilà ce que sera demain une discussion avec la Russie, et voilà les limites aussi des discussions qui sont les nôtres. Schönen Dank für Ihre Frage. Es geht um die Integrität und die Souveränität der Ukraine. Es geht darum, dass sie dem Wunsch folgen kann, als Demokratie, als Rechtsstaat zu leben, dass sie eine eigene starke Landesverteidigung haben kann. Und alles das steht außer Frage. Deshalb kann auch nur die Ukraine, der Präsident, die Regierung, das Parlament, das ukrainische Volk entscheiden, was richtig ist. Son Parlement, son peuple peut décider de ce qui importe pour eux, pour leur avenir. Deshalb ist für mich klar, c'est uniquement à partir de ces bases-là qu'on pourra négocier la paix telle que l'Ukraine la souhaite. Et mon collègue, le président français vient de le souligner, la Russie doit comprendre, la Russie n'a aucun droit de revendiquer ce qu'elle revendique à l'Ukraine. Les exigences posées par les Russes ne peuvent en aucun cas être respectées et l'Ukraine a besoin d'une aide, à commencer par l'aide financière, mais sur le plan militaire aussi. Il est urgent et indispensable que la Russie révoque ses troupes et accepte de négocier la paix. Grazie. Mi rivolgo al Presidente Draghi, ha detto oggi è una giornata storica, lo è, questa è un'immagine storica, ma concretamente la domanda sullo status di candidato dell'Ucraina al Presidente Draghi è abbastanza scontato perché lei l'ha sempre sostenuto. Semmai le chiedo come conta di convincere quelli che hanno ancora qualche dubbio. Ma le chiedo a lei e agli altri che Europa sarà quando il Presidente Zelensky, diciamo, è il 28° leader di questa Europa, potrà alzare il dito e bloccare le decisioni di altri 27, o ci sarà un processo a partire da questa guerra, oltre a tutti gli orrori, porterà anche la creazione di una vera comunità di democrazia in cui, al di là degli interessi nazionali, si sceglierà una politica estera comune, una politica di difesa comune, una politica fiscale comune, una politica dell'immigrazione comune. E questa crescita quanto avrà la forza di realmente poi essere uniti al di là delle immagini? Grazie. Sur les questions d'immigration et sur d'autres sujets. Grazie. Grazie.
La nostra presenza oggi è una manifestazione di unità, prima di tutto, e come tale è una manifestazione di quella forza che l'unità mostra. Oggi tutti noi abbiamo detto che siamo pronti a sostenere la causa dell'Ucraina come candidato nella prossima discussione del Consiglio europeo. Siamo anche consapevoli che questo è uno sviluppo storico per l'Europa, uno sviluppo che richiederà una riflessione profonda sulle regole del suo funzionamento e richiederà anche, come è stato detto dal cancelliere tedesco e dal presidente francese, una riflessione su tutti quei paesi, in particolare dei Balcani, che sono stati in una lista d'attesa che si è prolungata per tantissimi anni prima di poter arrivare ad aspirare ad essere membri dell'Unione Europea. Quindi sarà una riflessione molto importante, non è un'adesione come un'altra. Sarà una riflessione, come dicevo, sul funzionamento dell'Unione Europea. Ma il fatto che oggi siamo qui è già di per sé un evento straordinario. Noi siamo qui per aiutare l'Ucraina nella guerra, perché se l'Ucraina non si difende non c'è pace. Siamo qui per aiutare l'Ucraina nella pace, perché se una pace deve essere duratura, sostenibile, non può che essere l'Ucraina a scegliere quale pace vuole. L'abbiamo detto prima, è importante ribadirlo questo oggi, come ho notato dalle domande che sono state fatte. È importante ribadire che siamo uniti anche su questo e siamo qui per aiutare l'Ucraina a costruire il suo futuro. Non solo la sua candidatura a essere membro dell'Unione Europea, ma anche la ricostruzione. Perché, come ho detto, attraverso l'orrore della visita di oggi c'è il desiderio di futuro, c'è la speranza. Donc, après avoir vu les atrocités près de Kiev, je le répète, nous avons senti et constaté un espoir qui pointe malgré tout. Chancellor Sabrina Preda, I'm working at Antena 3 Romania. President Iohannis, I want to ask you because yesterday I arrived for the third time here in Ukraine. I saw the line of 22 kilometers of trucks, tons of cereals. What's the concrete solution that the authority of Aujourd'hui, nous avons vu des files d'attente qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres. Quelle décision la Roumanie pourrait-elle prendre pour fluidifier un peu ces flux, débloquer un peu cette situation sur les routes? Monsieur le Président Zelensky, prévoyez-vous de participer à ces réunions importantes qui vont avoir lieu ce mois, des semaines qui viennent? Este o problemă care aș putea să o definesc ca fiind în curs de rezolvare. Trebuie să înțelegem de unde am pornit. Schimburile comerciale între România și Ucraina nu au fost foarte intense, iar tranzitul mărfurilor ucrainene prin România a fost, aș putea să spun, chiar foarte redus până acum câteva luni de zile, iar tranzitul mărfurilor care sosesc în România sau din România care merg în Ucraina nu a fost foarte intens. Vedeți, toate aceste lucruri s-au schimbat foarte repede. Este nevoie de noi linii de logistică, este nevoie de noi puncte de trecere a frontierei și toate acestea sunt în lucru. Ca să vă dau un exemplu, poate concret și legat de ce s-a discutat și astăzi, tranzitul grâului din Ucraina la portul Constanța. Am avut doar în ultima lună de zile o creștere a acestui tranzit cu 400%, deci de 4 ori mai mult. Este ceva impresionant, dar până când reușim să avem aceeași creștere și pe cale rutieră, pe Dunăre,
pe cale ferată, este evident că e nevoie de investiții. Am discutat și astăzi cu președintele Zelensky aceste chestiuni și vom lucra în continuare la ameliorarea acestor situații. Mulțumesc. Дякую за запитання. Перше, я хочу перш за все, я хочу додати до тих слів. Je tiens à rajouter aux propos de mes collègues, notamment tenus par mon collègue roumain. Nous avons en effet à ce jour accru l'exportation des céréales qui par le Danube, donc 4 fois, il y a la possibilité de faire encore mieux, multiplier encore, doubler encore, et notre ministère respectif s'en occupe. Nous voyons très clairement ce qui peut être fait donc, pour résoudre la situation aux frontières. De même, avec la Pologne, donc, nous envisageons des solutions innovantes, quelques espaces gérés en commun à la frontière pour organiser le flux des marchandises. Nous pouvons les proposer aussi à la partie roumaine. Ça va être très utile. Donc, à chaque réunion importante qui sont prévues, donc, nous sommes invités et nous allons y participer. Merci à M. Draghi pour nous avoir invités à assister à la réunion du G7 ainsi qu'au sommet de l'OTAN à Madrid. Je ne sais plus si on a été invité à participer donc au Conseil européen de l'Union européenne qui va décider à porter la décision finale sur l'octroi de statut. S'il y a une telle invitation, bien entendu, nous l'accepterons avec remerciement. Il faut faire en sorte que personne ne n'oublie pas cette tragédie que nous vivons au quotidien en Ukraine et pour faire entendre notre voix. Bonjour, Philippe Ricard pour Le Monde. Étant donné la substance de vos discussions, M. Zelensky, notamment ce qui a été dit sur le statut de candidat, est-ce que vous considérez que le trouble qui a été suscité en Ukraine et au sein même de votre gouvernement sur les propos de M. Macron concernant le fait de ne pas humilier la Russie est consolé et compensé, d'une part, et je voulais savoir de la part des uns et des autres, notamment peut-être de M. Macron, si vous alliez continuer à parler M. Poutine, notamment suite à vos échanges aujourd'hui, ou s'il y avait une pause à l'ordre du jour. Merci. Я просто не впевнений, що питання, чи буде президент Макрон розмовляти далі з Путіним, залежить від мене. І якщо, я думаю, що це вибір президента Еммануеля Макрона, це дійсно правда. Я хочу підтвердити, що коли президент Франції розмовляє з президентом... Lorsque le président français parle au président russe, je peux confirmer que nous en sommes informés et que le président français est conscient du soutien qui doit être apporté à l'Ukraine. Donc, mais il revient au président Macron la décision finale de poursuivre ou pas ces entretiens. Je ne suis pas sûr qu'à la date d'aujourd'hui, le président russe soit prêt à entendre les arguments. Je ne sais pas s'il adopte la décision avant d'en parler à quelqu'un, donc il faut inverser quelque chose dans cette manière de faire. Donc, et si c'est ce modèle qui s'applique, il est impossible de faire cesser cette guerre. Je ne suis pas sûr que... Bon, ça concerne tellement Emmanuel, je ne sais pas s'il y a d'autres leaders au monde qui peuvent
qui peuvent, de manière unilatérale, forcer la Russie à arrêter la guerre. Uniquement par une approche collective, en agissant ensemble, nous pouvons faire la force capable de stopper la Fédération de Russie. C'est ma vision des choses. You had another question for me. I think I answered the Manuel question. Sorry, maybe he will answer my question. Je pensais que c'était une question adressée au président Macron. Sinon, l'autre question, celle qui était plutôt pour vous, effectivement, merci de revenir là-dessus. C'est est-ce que les décisions, les annonces faites aujourd'hui, notamment sur le statut de candidat, est-ce que ces décisions efface le trouble suscité par les propos de M. Macron récemment dans l'opinion publique et dans votre gouvernement sur le fait de ne pas humilier la Russie? Merci. У нас відкритий діалог і відкриті Nous avons toujours un dialogue ouvert et une relation transparente et franche avec le président Macron. Nous avons évoqué l'aspect qui vous intéresse, nous avons laissé derrière cette page, nous l'avons tournée. Je crois qu'aujourd'hui, le président Macron et tous les autres collègues, Mario Draghi, Olaf Scholz, le président Iohannis, ils sont tous là pour, de manière ouverte et franche, exprimer le soutien à l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat, et je vous en suis très reconnaissant. Pour nous, ça constitue un résultat tangible et conséquent. Le chancelier l'a bien souligné, tout dépend aussi de d'une position commune, dont j'espère que les 27 seront capables. Mais sont avec nous aujourd'hui les 4 grands leaders qui s'expriment en faveur du statut de candidat. C'est un résultat historique et je vous appelle de mes voeux que tous les autres au sein de la famille européenne. Il n'y a pas matière aujourd'hui à ce que j'appelle le président Poutine, mais sur quelques sujets qui émergeraient, et comme nous l'avons toujours fait à la fois en transparence avec le président Zelensky et en coordination avec mes collègues, je n'exclus pas pour autant de le faire, pour plusieurs raisons. Premier, c'est que sur les sujets, par exemple, de sécurité alimentaire, on a besoin de pouvoir échanger avec la Russie pour essayer aussi d'obtenir des avancées diplomatiques si on pouvait les obtenir. La deuxième chose, je ne pense pas que le contexte là s'y prête, je partage l'analyse que vient de formuler le président ukrainien, mais quand des fenêtres d'opportunité sur le terrain s'ouvrent, faire pression pour que les discussions reprennent est utile, et je l'ai fait à chaque fois, à la demande, à plusieurs reprises d'ailleurs, du président Zelensky. Aujourd'hui, on voit bien que l'évolution sur le terrain ne le justifie pas. Enfin, je n'exclus pas que dans les prochaines semaines, prochains mois, il y ait d'autres sujets qui justifient. Donc c'est une question, si vous voulez, d'utilité. Mais c'est un point important qu'il faut souligner, c'est qu'à la fin, il faudra que ces discussions aient lieu. On le sait. Et donc il est important aussi, et je salue à cet égard, le fait que, depuis le début, celui qui n'a cessé de demander à parler directement au président Poutine, c'est le président Zelensky. Et à chacun de mes échanges, quand je disais que j'allais l'appeler, me demandait, obtient un échange direct, qu'il m'appelle. Et nous avons pu organiser en décembre 2019 cette rencontre à Paris qui avait été l'objet justement d'échanges et d'un travail qui à ce moment-là avait été utile. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que le rôle que nous jouons à cet égard à quelques-uns est utile. Mais il s'apprécie au cas par cas, en fonction des circonstances. Je vous ai dit ce qu'il en est pour aujourd'hui. En tout cas, nous continuons d'avancer avec la même clarté à l'égard de l'Ukraine. Et les propos que vous avez rapportés ont parfois été déformés ou décontextualisés, mais nous sommes côte à côte aujourd'hui avec le chancelier Scholz. Il y a 100 ans, on se faisait la guerre. Des alliés ont aidé la France à gagner. La France a fait une faute historique. Elle a perdu la paix parce qu'elle a voulu humilier l'Allemagne. La question de l'humiliation, je l'ai toujours placée dans un contexte à venir, pas dans le contexte actuel. Aujourd'hui, la Russie fait la guerre à l'Ukraine. Comment voulez-vous que j'ai expliqué à un Ukrainien ou une Ukrainienne, il ne faut pas humilier la Russie, le peuple russe, pas ses dirigeants. Ça n'est pas le moment, c'est pas ça que j'ai dit.
Je dis aujourd'hui, il faut gagner cette guerre. La France est clairement en soutien de l'Ukraine pour qu'elle l'emporte, qu'elle préserve sa souveraineté et son intégrité territoriale. Mais à la fin de cette guerre, conformément à l'esprit que depuis le début poursuit le président Zelensky, il ne faudra pas faire les fautes que d'autres ont fait par le passé. Ça, nous devons aussi être capables de le dire, parce que j'entends dans le discours international d'autres qui ont des propos jusqu'au boutistes et escalatoires à l'égard de la Russie. Ils ne servent pas la cause de l'Ukraine en faisant cela. Це було останнє запитання. Дякую всім за участь. Дякую вашій високоповажності. Захід завершений. Merci beaucoup. Дуже дякую.